Bac, avec le port d'entrée de Gabao, pour éviter la saturation et la vie chère. Un nouveau quai en construction et sera relié au chemin de fer et à la zone industrielle d'Ovendo. Le nouvel hosto de la pédiatrie Ebolé. De même pour la centrale thermique d'Alena Kiri. Big up à toute la populace des quads d'Ovendo. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la mi-journée. En ouverture, on parle de l'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, où la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire inter-ivoirien a été déclarée irrecevable par la justice ivoirienne. Le camp de l'ancien président ivoirien devrait faire appel, déposé par les proches de l'ancien président détenu à la haie. Sa candidature a été signée par des tierces personnes et non par lui-même. Et puis, au Sénégal, Karim Wade reste en prison en attendant la fin de son procès à Dakar. Lundi, la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'a pas répondu favorablement à sa mise en liberté provisoire. Ses avocats en avaient fait la demande en estimant que 20 mois de prison étaient suffisants. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a estimé que la liberté provisoire de Karim Wade présente des risques trop grands de perturbation à l'ordre public. Retour au Gabon en images, la SEEG, disons le syndicat du personnel de la SEEG, menace de rentrer en grève dans le souci de préserver la dignité des populations. Le professeur Daniel Onaondo, Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu hier à son cabinet pour une séance de travail les deux parties plaignantes. Regardez. Déposé à son cabinet par le syndicat des personnels du secteur eau et électricité du Gabon, le CIPEG, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a convoqué une réunion d'urgence aux fins d'ouvrir une concertation avec les membres du dit syndicat et les responsables de la SEG. Deux membres du gouvernement, à savoir le ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, Désiré Guédon, et son collègue du travail, Simon Toutoum Eman, y ont été conviés. Évoquant les points de revendication du préavis de grève, ces derniers ont fait l'objet de discussions, notamment la poursuite de la médiation du chef du gouvernement sur le conflit entre la SCG et son syndicat au sujet de l'application du protocole d'accord de juin 2011, le point sur la CNAMGS et enfin celui concernant les réformes du secteur de l'énergie et de l'eau. Après avoir pris acte de celle-ci, le Premier ministre, qui souhaite une sortie heureuse de la crise en gestation à la SCG, a instruit les deux membres du gouvernement de mettre en place dans les meilleurs délais des commissions devant travailler sur les différends, toutes choses qui ont trouvé l'assentiment des responsables du CIPEC. Satisfaction pour la simple raison que ces problèmes ont été passés en revue en présence du Premier ministre et que les propositions qui ont été faites par le Premier ministre ont rencontré effectivement les attentes qui étaient nos attentes à nous. Et c'est ça qui a fait que la mise en place des commissions imminentes vont faire en sorte que effectivement la situation concernant la CNAMGS soit révisée de fond en comble pour que consensuellement toutes les parties trouvent solution. Et concernant le deuxième point sur les réformes, nous avions évoqué ce point simplement parce que les agents se posaient la question dans le cadre du secteur de l'énergie, ce que deviendrait demain notre société mère, parce que d'abord la SCG en elle-même regroupe et la production et la distribution et la commercialisation. Donc les réformes prévoient un changement à ce niveau avec la création d'une société de production et de transport. Cette société qui est mise en place va pouvoir certainement gérer tous les outils de production. Je leur dirais simplement qu'on avance dans les négociations et que la décision qui a été prise, elle vient à propos, c'est ce que nous attendions. Quant aux responsables de la SCG, c'est satisfait de la médiation du Premier ministre qu'ils ont quitté l'immeuble du 2 décembre. Nous sortons satisfaits de cette réunion parce que avec les partenaires sociaux de la SCG, nous avons pu mettre à plat les points de revendication de leur préavis de grève.
Et ces points ont été étudiés et soumis à la haute attention du Premier ministre. Donc nous avons donc bénéficié de ces conseils et nous avons pu trouver ensemble les solutions qui permettent donc aujourd'hui de dire que nous sommes satisfaits parce que ce qui pointait à l'horizon en termes de préavis de grève a été levé par nos partenaires. Ils ont accepté donc le principe de travailler sur ces points et de trouver ensemble des solutions. Et c'est vrai que la situation dans laquelle nous nous trouvions était assez vague. Tout le monde se posait des questions. Qu'en est-il de la situation à la SCG? Est-ce que les agents de la SCG vont rentrer en grève? Je peux aujourd'hui les rassurer que les solutions que nous avons trouvées aujourd'hui ici au cabinet du Premier ministre permettent effectivement de voir l'avenir avec sérénité. À retenir que les agents de l'ASCG dénoncent depuis la non-application intégrale par la direction de l'entreprise des résolutions prises à l'issue des négociations. Voilà, qui vient donc rassurer les uns et les autres. Et puis, les questions liées à l'alimentation des personnes internées au sein des structures sanitaires de la place et l'approvisionnement en médicaments de ces dernières, largement débattues au cours de cette réunion de travail avec les différents directeurs généraux des hôpitaux, réunion dirigée par Jean-Pierre Oyiba, ministre en charge de la Santé. Le point avec Firmin Yingbalinga et Serge Nzengi Mabila. Chacun a eu son mot à dire pour améliorer le traitement des malades. Le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale et l'ensemble des dirigeants des différentes structures médicales du Gabon ont au cours de cette séance de travail passé en revue les dispositions en vigueur relatives à l'alimentation des malades et à la fourniture des centres hospitaliers du pays en médicaments. Le souci du ministère de tutelle étant d'améliorer les conditions de traitement de toute personne durant son séjour dans un hôpital, a pris note de tout ce qui peut être apporté pour renforcer la qualité de ces services spécifiques dans les structures hospitalières. En matière de politique sanitaire dans notre pays, Monsieur le ministre projette avec ses collègues une réunion au cours de laquelle des décisions vraiment importantes vont être prises dans le sens d'une bonne gouvernance et d'une transparence également à ce qui concerne la gestion des crédits alloués à nos formations sanitaires publiques. S'il n'y a pas de médicaments, nous ne pouvons pas prendre correctement en charge nos malades. Si nos malades ne sont pas correctement nourris aussi, ces malades ne pourront pas aussi accéder rapidement à la guérison. Donc vraiment, nous sommes satisfaits et nous espérons que nous trouverons une solution. Le ministre de la Santé et l'ensemble de ses collaborateurs se sont donnés jusqu'à début janvier 2015 pour trouver des réponses immédiates à ces mots bien identifiés. Marie-Françoise Dikumba, son ministre délégué et chargé de la prévoyance sociale, quant à elle, prononçait hier une allocution à la faveur de la journée des personnes handicapées célébrée ce jour à l'échelle internationale. Je vous propose ici de suivre un extrait de ce discours. Elle est au micro de Jean-Raoul Mbadinga. Mesdames et messieurs, cette année, le thème retenu pour la journée internationale des personnes handicapées est briser les barrières et ouvrir les portes pour édifier une société inclusive. Il prend tout son sens dans le contexte actuel où la prise en compte de la situation globale de la personne vivant avec un handicap interpelle la communauté nationale et internationale sur les politiques, les programmes et les actions à mener pour contribuer à son plein épanouissement dans la société et en faire un acteur du développement de nos pays. Les pouvoirs publics et les familles doivent construire un environnement qui offre et garantit une pleine jouissance des droits humains et fondamentaux aux personnes handicapées et facilite leur participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la cité. C'est dans ce sens que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, soucieux du bien-être des populations gabonaises en général, a engagé lors des assises sociales de Libreville
le gouvernement que conduit le Premier ministre, le professeur Daniel Ona-Ondo, à mettre un accent particulier sur les attentes des populations vulnérables, notamment celles des personnes économiquement faibles vivant avec un handicap. Cette exigence d'action et de résultats à l'endroit de nos compatriotes économiquement faibles vivant avec un handicap se retrouve prescrite dans la stratégie d'investissement humain du Gabon, dont nous lançons progressivement l'implémentation et qui prévoit un programme spécifique de filet de protection économique consacré à l'aide à l'insertion des personnes vivant avec un handicap. Un projet phare de construction de centres spécialisés pour les personnes handicapées. Mesdames et messieurs, pour sa part, le ministre en charge des Transports, Paulette Mengue-Mouwono, recevait à son cabinet de travail tour à tour une délégation du projet de réhabilitation et modernisation des aéroports provinciaux du Gabon, le directeur régional de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le bureau du syndicat du personnel de l'ASECNA. L'économie de ces échanges avec Pélagie Mbiono et Félicien Bivigakumba. C'est une journée chargée pour le ministre des Transports, Paulette Mengue-Mouwono, qui a eu en première heure une réunion de travail sur le projet de réhabilitation et de modernisation des 10 aéroports provinciaux du Gabon avec les responsables de la mise en œuvre sur le terrain de ce projet de grande envergure. Nous sommes venus faire le point avec le ministre par rapport au projet de l'aéroport. Compte tenu de l'arrêt des travaux depuis un certain temps, nous souhaitons que ces derniers soient repris dans l'ensemble du territoire et en particulier à Oyem. Bon, il a été décidé que notre ministère de tutelle devait rencontrer le gouvernement par rapport aux prescriptions qui sont faites au niveau de la NGT et par rapport à l'analyse définitive du projet sur la reprise des travaux. Puis, en deuxième heure, le premier responsable des transports a échangé avec le directeur régional de l'Organisation de l'aviation civile internationale Afrique orientale et australe sur des questions de transport aérien. L'Organisation de l'aviation civile, OACI, qui est l'agence spécialisée des Nations Unies pour la promotion des normes et pratiques recommandées internationales qui garantissent la sécurité du transport aérien. Et le transport aérien, comme vous le savez, est un outil fondamental pour le développement économique et social des pays comme le Gabon. Donc nous avons discuté avec Madame le ministre le point, disons l'avancement de la mise en œuvre des recommandations que l'OACI, donc mon organisation, a formulées récemment. Cette mise, je dirais, au diapason du dispositif législatif et réglementaire du Gabon, avec donc la Convention relative à l'aviation civile internationale et les normes et pratiques recommandées. Et pour boucler cette journée de travail, Paulette Mengue-Mouwono a discuté avec le bureau du syndicat de l'ASECNA sur les points inscrits dans leur cahier de charges afin d'apaiser leurs inquiétudes et de mettre tous les moyens possibles pour trouver des solutions. Cela en présence des responsables de l'ASECNA. À l'Assemblée nationale, le président de l'institution, Guy Nzubandama, était face à ses collègues députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Eh bien, il était venu leur soumettre 3 propositions de loi pour examen. L'économie avec Henri Nestor Ndjavé et Tim Boulengue, presse Assemblée nationale. Un peu plus de 2 ans après l'importante allocution du président de la République, allocution prononcée devant le Parlement réuni en congrès le 12 septembre 2012, dans laquelle le chef de l'État avait fortement regretté pour le condamner les manifestations de tribalisme et de xénophobie dans notre pays, l'Assemblée nationale se saisit de la question à travers une proposition de loi, initiative de l'honorable Guy Nzubandama, du reste président de l'institution, qui a d'entrée de jeu décliné l'intérêt de cette loi avant de présenter son orientation.
la présente proposition de loi va au-delà de la répression des seuls actes de tribalisme pour embrasser toute manifestation de haine, d'hostilité ou d'aversion à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de ce qu'il est, nationalité, appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Ce choix se fonde sur la conviction profonde qu'il faut proscrire toutes les formes de négation de l'autre. Se référant toujours à l'allocution du président de la République devant le Parlement, dans laquelle le chef de l'État avait solennellement appelé l'attention de la représentation nationale à l'effet de légiférer dans le sens de l'instauration d'un quota de 30% de candidatures au profit des femmes et des jeunes aux élections politiques, l'honorable Djizouba Dama s'est là aussi fait fort d'apporter une proposition de loi. En ce qui concerne les femmes et les jeunes, le mécanisme du quota vise à leur permettre d'accéder à des fonctions politiques et de veiller à ce que leur élection ne serve pas simplement d'alibi dans la vie politique. Autre proposition de loi, toujours à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, la proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34 et 35 de la loi sur l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les modifications proposées ont pour objet de renforcer l'autonomie administrative et financière des chambres du Parlement. La finalité des changements proposés n'est pas d'exclure toute possibilité de contrôle de la Cour des comptes, gardienne de l'orthodoxie financière de l'État. Il s'agit de se conformer à ce qui apparaît comme une exigence fondamentale du principe de l'autonomie des chambres, à savoir la nécessité de leur accord préalable à tout contrôle externe. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés de la même commission se sont prêtés au même exercice, mais cette fois-ci, leur interlocuteur était le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, Denise Meukamneu. L'audition portait sur le projet de loi d'habilitation. Presse Assemblée nationale. À quelques heures de la clôture de la deuxième session ordinaire et conformément à la Constitution, Denise Meukamneu, ministre de la Communication, des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, est venue soumettre pour adoption devant les honorables députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, présidée par l'honorable Barnabé Indoumou Mambungu, le projet de loi d'habilitation visant à permettre au président de la République de légiférer pendant l'intercession. Comme vous le savez, conformément à l'article 52 de la Constitution, l'Assemblée nationale, le Parlement, pendant l'intercession parlementaire, permet au président de la République de légiférer par ordonnance. Donc c'est une habilitation qui lui est donnée dans les domaines qui relèvent de la loi. Donc l'habilitation de légiférer qui est dévolue au président de la République, chef d'État, pendant l'intercession parlementaire concerne les cas d'urgence en vue de permettre au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de son programme d'action. Vous savez bien que l'action du gouvernement passe principalement par la loi et cette habilitation qui permet au gouvernement, chaque fois que l'Assemblée n'est pas en mesure et en vacances, de pouvoir légiférer. Ce projet de loi d'habilitation a pour ambition de donner toutes les possibilités au gouvernement de poursuivre son action durant ces 2 mois de congé parlementaire au regard des grands axes retenus dans le programme stratégique Gabon émergent proposé par les plus hautes autorités pour booster le développement de notre pays. Et puis, reprise du travail à Gabon Télévision 2 après une rupture de près de 6 mois due au problème de bande de montage et de caméra. Les téléspectateurs de Gabon Télévision 2 pourront désormais renouer avec la principale édition d'information. C'est le 19h30. Car il vient d'être doté de matériel, c'est ce que nous fait dire Pacom Ongala.
Depuis plus de 6 mois, Gabon Télévision 2, RCTV2, a certainement manqué à ses téléspectateurs. Le journal télévisé avait été interrompu suite au manque criard du matériel de travail, en l'occurrence les bancs de montage et les caméras. C'est au terme des états généraux tenus du 10 au 12 décembre de cette année que cette deuxième chaîne publique se dote de 3 bancs de montage nécessaires pour la reprise du journal de 19h30. Le personnel de ce média a renoué avec la conférence de rédaction en toute jovialité. Je suis très content de la reprise des activités au sein de mon service parce que vraiment tout le monde était démobilisé et maintenant qu'on a eu l'essentiel, le minimum, j'ai fait appel à mes collaborateurs et on va essayer de faire de notre mieux. Depuis 2010, ce média n'a cessé de se vider de son personnel administratif sans être remplacé. Le souhait des agents, c'est de voir ces postes vacants occupés pour la bonne marche de la chaîne, sans oublier le renforcement effectif du matériel de travail. Parce que la rédaction a vraiment besoin de toute sa composante pour atteindre un rendement escompté. Avant d'aller dans ce congé technique, ce qui nous manquait réellement, c'était le banc de montage. Nous avons un magnéto, bien que de seconde main, avec deux ordinateurs Apple, c'est vraiment des dernières générations. C'est ce que nous régime. Maintenant, au niveau des caméras, c'est l'unique caméra avec laquelle nous tournons. C'est ça la caméra des actualités télévisées. Et je pense que à ce niveau aussi, les responsables de Gabon Télévision doivent regarder. D'ores et déjà, Gabon Télévision 2 reprend son rendez-vous quotidien de 19h30 avec les téléspectateurs et informe les administrations, les entreprises et la population à solliciter comme d'habitude des couvertures médiatiques. Gabon Télévision 2, la télévision qui donne des couleurs à la vie. Sur un tout autre plan, on parle de cette délégation du programme national de gestion urbaine partagée qui séjournait récemment dans la capitale économique. Il était question d'évaluer le degré de mise en œuvre du programme de lutte contre l'insalubrité à Port-Gentil. Envoyé spécial pour le compte de Gabon Télévision, Jean-Steve Noubeneni. Ici, à Port-Gentil, contrairement aux autres villes du pays bénéficiaires du programme national de gestion urbaine partagée, les activités liées à la pré-collecte d'ordures sont depuis 5 mois à l'arrêt. Et pour cause, les moyens financiers qui étaient prédestinés pour le projet, qui n'ont pas été mis conséquemment. La partie qui a été mise à notre disposition a été utilisée à des fins qui ne correspondaient pas au fonctionnement comme prévu. L'arrêt du travail de pré-collecte dans la capitale économique est également imputable aux difficultés d'ordre matériel. Celui offert par le PNUD se révélant inadapté aux spécificités géographiques port-gentillaises. Une situation qui a occasionné la résurgence des comportements non recommandables. La ville de Port-Gentil en période pluvieuse n'est pas facile d'accès. Et les quads qui ont été prévus, qui ont été promis à nos jeunes structures, n'étant pas là, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en état d'arrêt. Renforcer les liens de partenariat entre les municipalités et les précollecteurs d'ordures est un des objectifs du Pronagup. Des liens qui, pour l'heure, semblent avoir du mal à se nouer ici, à Port-Gentil. Nous demandons aux autorités de notre commune de nous aider dans ce travail qui, en fait, vient en appui aux objectifs que la mairie a dans la localité. Nous souhaiterions que dorénavant la mairie permette que nous accédions aux petites activités qui concernent par exemple le curage des canaux d'évacuation des eaux, les rues en pavé, le désherbage des accotements, y compris le balayage des rues. La séance de travail du Pronagup avec les précollecteurs de la ville de Port-Gentil a permis de mieux cerner l'étendue des difficultés auxquelles ces derniers sont en but. Ils ont l'impression de travailler tout seuls et de ne pas être compris par ce qui serait leur administration de tutelle ou la partie administrative de façon locale. Le but de cette rencontre était de prendre attache avec les précollecteurs afin de comprendre leur fonctionnement, de comprendre leurs difficultés et de discuter avec eux des possibles ou des potentielles solutions à apporter aux problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain.
Après avoir pris connaissance des écueils qui obèrent la bonne marche des activités de pré-collecte d'ordures ici à Port-Gentil, le Pronagup entend reconsidérer et renforcer sa stratégie pour que la lutte contre l'insalubrité soit l'affaire de tous dans la capitale économique. Eh bien, lutte contre l'insalubrité également dans la province du Haut-Ogooué, où l'équipe municipale de la ville de Mounana veut faire de cette ville l'une des plus belles, d'où cette opération Retroussons les manches. Jacob Moukwangi, Fabrice Lembumba. Pérenniser le caractère et l'image salubre de Mounana, ex-cité de l'uranium, les autorités municipales de cette ville, sous la férule du maire Martin Bongoto, flanqué de tous ses adjoints, sont plus que jamais déterminés à maintenir le cap jusqu'à la fin de leur magistère. Ce qui s'explique par cette nouvelle action aux allures d'opération Retroussons les manches qui connaît un engouement certain. Le maire de Mounana, Martin Bongoto. Donc, aussi, à travers ces journées, mettre en exécution un peu les décisions qui sont prises au niveau de la plus haute hiérarchie de notre pays, notamment la journée citoyenne qui a été décrétée par le chef de l'État et qui devrait être notre leitmotiv. Sur le terrain, présence effective des autorités administratives et militaires, en l'occurrence le sous-préfet, le commissaire de police, les chefs de quartier et autres notables, les religieux par le biais du pasteur d'Alliance chrétienne, entouré lui d'une vingtaine de ses fidèles, tous visiblement motivés, d'autant qu'il s'agit ici d'un travail manuel bien en phase avec la journée citoyenne initiée par les hautes autorités du pays, dont le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. On a essayé de couper l'herbe avec nos machettes et en plus nos machines, tout en train de nous rendre notre ville un peu propre, pour que la mairie soit un peu libre et puis bien propre. Prévu pour se poursuivre encore des jours durant, cette énième action citoyenne à Mounana voit la participation de plus de 70 compris bien fondé de ce rendez-vous. Et puis, répondre aux besoins de santé des populations rurales, c'est le but que veut atteindre le ministère de la Santé. Eh bien, voici qu'il vient de sortir plusieurs nouveaux infirmiers qui d'ailleurs ont reçu leur attestation de fin de stage à Makoko, au Benjamin Evinbini. Davantage récurrente au fil des ans, la problématique des dispensaires fermés faute de personnel devenait pour les autorités sanitaires une véritable gangrène pour la santé communautaire. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans le plan stratégique Gabon émergent, fait des soins de santé primaire une priorité et exige de ce secteur des résultats. C'est pour apporter un début de solution à cette vision des plus hautes autorités que ces agents ici présents vont être déployés dans toute la région sanitaire pour couvrir les besoins de santé des populations rurales. Point n'est besoin de rappeler ici que le dispensaire est l'unité de soins de première intention et qu'il est pour cela le premier contact entre population et soins de santé. Cette formation initiée et organisée avec l'aval du ministère de tutelle qui s'est faite sur la base de 3 principaux critères à savoir l'âge, le niveau d'études et le lieu de résidence du nouvel agent de santé avec pour module l'organisation et la législation sanitaire, les statistiques sanitaires, la santé publique, la santé maternelle et infantile, les soins infirmiers et enfin le vocabulaire médical. Et le gouverneur de province de saluer cette initiative qui répond un tant soit peu aux vœux des plus hautes autorités de la République. Par cet acte, vous mettez progressivement en place la médecine préventive prônée par les plus hautes autorités. Cette médecine de proximité qui restait l'un des soucis majeurs de nos populations rurales, qui n'ont plus à parcourir longues distances pour recevoir les soins. Aux nouveaux infirmiers des villages, Michel Mogama a recommandé passion et persévérance. Vous avez aimé ce métier-là, vous l'embrassez, c'est tellement que vous allez encore évoluer dans ce secteur-là. Mais prenez courage, persévérez, et que si vous persévérez, le fruit de votre persévérance fera en sorte que vous puissiez encore évoluer dans le secteur de santé.
Reste plus qu'à souhaiter que les uns et les autres se mettent à la tâche pour le bonheur des populations rurales dans leur quête d'un mieux-être. Voilà qui met un terme à ce journal. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Sachez que votre fidélité nous honore. Je vous donne rendez-vous demain, puisque c'est à 13h. Et sont souvent victimes de stigmatisation, de marginalisation, voire tout simplement d'exclusion sociale, surtout lorsqu'elles n'exercent aucune activité économique ou professionnelle. En matière d'éducation, l'enfant handicapé aura moins de chances de réussite par rapport aux autres de son âge, soit du fait de la surprotection ou d'un sentiment de honte de la famille, soit du fait de l'absence de centres d'éducation et de formation adaptés. Cette situation aura des répercussions plus tard au moment de l'entrée dans le monde du travail et pourra malheureusement entraîner certains dans la voie de la précarité et de la pauvreté. Mesdames et messieurs, Jean-Jacques Rousseau disait, je cite, « Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une que j'appelle naturellement ou physique, parce qu'elle est établie par la nature et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre qu'on peut appeler inégalité morale ou politique parce qu'elle dépend d'une sorte de convention et qu'elle est établie ou du moins